Bonjour à tous. En attendant que tout le monde nous rejoigne progressivement, déjà bienvenue à cet événement organisé par les communautés métiers d'Extia. Donc aujourd'hui, ça sera sur construire de manière durable et réduire les impacts environnementaux. Donc en attendant, ce que je vois que tout le monde se connecte progressivement. Donc les communautés métiers, on organise des événements chaque semaine, donc sous forme de webinars sur diverses thématiques. Ça peut être des thématiques techniques liées au métier d'Extia ou des sujets plus transverses comme celui de ce soir proposé par la communauté métier RSE. Et donc pour ça, je vais laisser Marie-Hélène vous en parler directement vu que c'est elle qui représente cette communauté métier ce soir. Merci Lauriane. Bonjour tout le monde. Je vous vois pas, mais j'espère que vous allez bien. Je suis ravie donc de vous retrouver pour ce meet-up de rentrée avec les communautés métiers, donc sous les couleurs de la RSE et notamment de la durabilité. Donc à cette occasion, j'ai le plaisir de vous introduire donc Ingrid Bertin. Je vais faire une petite présentation rapide de ton parcours, hein, Ingrid. Tu as débuté ton parcours académique en design d'espace à l'école Boulle. Puis tu as poursuivi tes études à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Tu as également obtenu l'habilitation à la maîtrise d'œuvre HMONP. Et tu as complété ton parcours avec une thèse de doctorat et tu as notamment développé plusieurs sujets de R&D dans le domaine des enjeux environnementaux et de développement durable, en te penchant sur des sujets qu'on a déjà, nous, abordés dans des meet-ups précédents pour certains d'entre eux. Je pense notamment à l'économie circulaire, l'analyse du cycle de vie, mais aussi, toi, tu as abordé, il me semble, la conception bas carbone et aussi le réemploi des matériaux. Donc aujourd'hui, le focus va être fait sur les impacts environnementaux de la construction et la manière dont on peut les identifier et aussi surtout donc les atténuer. Donc je vais vous laisser entre les mains d'Ingrid pour ce meet-up et ce beau sujet. À nouveau, pour les participants, je vous invite à réagir dans le chat si vous avez la moindre remarque à faire. Ça permet de rendre ce meet-up interactif. C'est plus agréable à la fois pour vous et pour nous. Et si vous avez des questions, c'est beaucoup plus pratique pour nous que vous les inscriviez dans l'onglet qui est prévu à cet effet et qui s'appelle questions. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon meet-up et Ingrid, je te laisse la main. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis ravie de pouvoir passer ce petit moment avec vous. C'est vrai que nous, on se voit un petit peu, mais je ne vous vois pas vous, les participants. Donc, n'hésitez pas à intervenir et éventuellement à me couper. Hein. Moi, je vais vous présenter pas mal de petites choses. Et puis voilà, on gardera un petit moment d'interaction pour que vous puissiez également réagir. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de préparer cette présentation avec des sujets, j'espère, qui vont vous intéresser. Donc, comme l'a dit Marie-Hélène, hein, voilà, j'ai notamment fait une thèse. Je vous ai juste remis la couverture de la thèse, puisque tout est accessible en ligne. Donc, si jamais ça en intéresse certains, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est peut-être un petit peu long, mais il y a quand même des résumés. Donc, n'hésitez pas à regarder les résumés, les conclusions et éventuellement à approfondir ce qui vous intéresse. Voilà, et n'hésitez pas, je serai aussi dispo pour prendre contact avec vous. On a prévu 3 parties, un petit peu de contexte et de données clés du secteur de la construction, puisque comme vous l'avez compris, je suis architecte, ingénieur vraiment dans le domaine plutôt construction, bâtiment et génie civil. Une autre partie un peu plus sur l'impact des matériaux et une introduction, alors on va faire ça humblement, hein, sur les méthodologies telles que l'ACV, pour en tout cas voir un petit peu ce qui existe et les distinctions entre différentes méthodos. Ça peut être intéressant de refaire un petit peu le tour de ce qui existe et qui peut être utile dans nos métiers aussi de concepteurs notamment. Donc, quelques petits chiffres clés. Donc, je ne veux rien vous apprendre, c'est juste effectivement revenir quand même sur quelques sujets qui sont quand même importants. Hein. On sait que évidemment, il y a eu un phénomène qui s'est accéléré autour de notre consommation d'énergie primaire. Hein. Ça, c'est indéniable. C'est lié à l'industrialisation et à la découverte aussi de ces énergies, pardon. Donc, effectivement, plus on consomme d'énergie, plus on rejette aussi des émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants.
Et donc, c'est quand même l'origine du problème global de dérèglement climatique auquel on est confronté aujourd'hui. Et encore, cette semaine, vous êtes témoin aussi d'une certaine canicule sur notre territoire français. Il y a un indicateur, peut-être que vous le connaissez, on en entend en tout cas de plus en plus parler, c'est l'Earth Overshoot Day ou jour de dépassement. Et bon, c'est jamais très facile de donner un indicateur qui agglomère tout un tas de données. Hein. Voilà, scientifiquement, c'est quand même pas un exercice facile. Et donc, c'est pour ça que ça peut aussi être vite remis en cause. Hein. Mais cet indicateur-là, il est quand même de plus en plus utilisé dans les médias et approprié. Donc, c'est en fait le jour dans l'année où on a déjà épuisé ce que la Terre peut nous offrir en un an. Donc là, vous voyez, je pense que vous voyez mon curseur. Dans les années 70, on n'était pas trop mal encore à l'époque, puisqu'on voit qu'on était quasiment tout vert, c'est-à-dire qu'en fait, on épuisait en une année ce que la Terre pouvait nous offrir. Et puis là, plus ça va dans le temps, plus vous voyez que la part verte diminue et que la part rouge augmente. Donc ça veut dire que voilà, on vit de plus en plus à crédit, en fait. Hein, on utilise plus de ressources que la Terre peut nous offrir. Et donc, c'est un peu une dette qu'on laisse aux générations futures et qu'on aggrave. Là, c'est un peu petit. Je ne sais pas si vous avez des grands écrans de votre côté, mais on voit qu'en 2020, quand même, il y a une petite inversion. Là, le vert a réaugmenté. Et ben, ça, c'est entre guillemets grâce au Covid. Et ça, c'est directement l'effet d'une pandémie mondiale. Et bien, voilà, ça, en tout cas, sur l'environnement, ça nous a fait du bien. Et donc, bon, c'est aussi quand même révélateur des efforts qu'il faut faire pour pouvoir inverser la tendance au niveau climatique. Voilà, on s'est beaucoup moins déplacé, etc. Et après, on voit que tout de suite, dès 2021, 2022, 2023, on est revenu au rythme d'avant Covid. On peut quand même se rassurer en disant que la ligne commence à être un petit peu horizontale, donc au moins, on commence à freiner. Justement, c'était la question d'Elias, je me permets Ingrid, parce que Ouais. c'est vraiment en rapport avec ce graphique. Elias qui nous demande s'il y a une raison de pourquoi depuis 2009, ce jour n'évolue presque plus, alors que nous continuons d'accélérer nos consommations. Il y a quand même des efforts qui sont faits, hein, notamment au niveau des industries ou autres. On continue à produire, mais on produit quand même un peu plus propre. Donc, il y a quand même des efforts qui sont faits et des progrès, ce qui nous permet d'atténuer un petit peu. Donc, on mise beaucoup aussi sur des nouvelles technologies, des captations aussi de polluants, etc. Donc, bon, on arrive quand même un petit peu à diminuer, notamment dans les pays développés et riches. En tout cas, il y a une petite diminution des gaz à effet de serre en général, pendant que les autres pays n'émettent pas forcément plus. Donc, bon, ça commence à freiner. Ça, c'est un petit peu quand même l'espoir qu'on peut retenir aussi, c'est qu'on a des progrès qui se font, pas assez vite, mais voilà, là, pour le coup, sur cet indicateur-là, ça se voit et c'est un petit peu rassurant. Donc voilà, cette année, c'était le 2 août, hein, donc on a déjà passé. Et là, il faut se rendre compte que si par contre on était juste en France et que tout le monde vivait comme des Français, là on serait au 5 mai. Donc, en France, on était au 5 mai. Donc ça veut dire qu'il nous faudrait 3 planètes pour pouvoir vivre à notre niveau de Français dans un pays comme le nôtre. Voilà. Et est-ce que Ingrid, tu sais la manière dont est calculé ce jour de dépassement? Alors, c'est là où, là, je le disais, bon, ça serait un peu long d'expliquer. Après, je vous invite éventuellement à le regarder un petit peu sur le site. C'est quand même bien fait de façon assez pédagogique. Mais c'est vrai que, bon, c'est un petit peu aussi l'inconvénient de ce genre d'indicateur, c'est qu'il y a beaucoup de choses derrière qui sont agglomérées. Et donc, pour rentrer dans le détail, ça demande d'aller un petit peu parcourir les règles de calcul et autres. Donc, bon, là, comme ça, voilà, c'est... Malheureusement, je ne vais pas réussir à vous l'expliquer de façon très rapide, mais voilà. Aucun problème, Ronan pourra regarder directement. C'est assez bien expliqué, je pense, sur le site. Voilà, après, on pourrait revenir peut-être à la fin. Quelques autres ordres de grandeur. C'est pas facile non plus, il faut bien aussi repérer quelles sont les sources, parce qu'après, il y a beaucoup de chiffres qui sont un peu donnés à droite à gauche et sans forcément donner les sources, et après, ça peut être un peu transformé. Moi, je vous conseille de bien vous rattacher au CITEPA, qui est l'organisme français qui répertorie les émissions de gaz à effet de serre.
Et donc là-dessus, il y a un certain nombre de secteurs qui apparaissent. Et si j'essaye de faire un secteur construction et bâtiment, c'est grosso modo un tiers des GES en France. Donc c'est quand même énorme. 40 au niveau mondial, parce qu'en France, on est assez favorisé du point de vue carbone, j'ai envie de dire grâce aussi à notre énergie nucléaire, qui est peu carbonée. Et voilà, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a le quart ici en résidentiel tertiaire, c'est vraiment de la consommation d'énergie pour le fonctionnement des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et derrière, c'est aussi révélateur de tout ce qui peut être, par exemple, passoire thermique, qui continue à beaucoup, beaucoup consommer. Si je zoome à l'échelle d'un bâtiment qui est bien conçu, puisque là, c'est un échantillon HQ performance, donc des bâtiments qui sont déjà performants, qui répondent à des critères assez exigeants. Là, c'était juste pour faire la distinction entre la partie énergie, fonctionnement des bâtiments en vert, et la partie matériaux, équipements qui composent le bâtiment. On voit qu'environ 60%, ce sont les matériaux, et à 40%, c'est la vie du bâtiment, l'énergie. Et en fait, c'est une tendance qui, du coup, qu'on a remarqué. Et plus on va faire un bâtiment performant, plus la part de orange va être grande et la part de vert va diminuer. Un bâtiment passif, autonome, il va avoir quasiment rien en consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aussi permis de passer de réglementation thermique à une réglementation environnementale qui maintenant prend en compte l'impact carbone des matériaux, ce qu'on ne faisait pas en fait avant cette RE, enfin en tout cas de façon obligatoire. Et également, c'est un secteur qui est très, très consommateur et générateur de déchets. Donc le BTP, un bâtiment et travaux publics, génère vraiment beaucoup de déchets, 70% de nos déchets en France. Donc ça, voilà, tous les acteurs de cette filière sont indirectement responsables de ces 70%. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Et voilà, alors améliorer le recyclage, la valorisation, le réemploi, on va en parler. Et juste aussi pour se donner un ordre de grandeur sur le recyclage, là, je vous ai sorti les chiffres pour les granulats en France. Donc, les granulats, c'est ce qui sert à faire du béton, qu'on utilise quand même grandement encore en France. Les granulats, on en a besoin de 435 millions de tonnes en France et on n'en a que 121 millions qui sont du granulat recyclé. Donc, on a un taux de couverture actuellement à 28%. Donc ça, c'est juste pour se dire que le recyclage, ce n'est pas non plus la solution à tout parce que là, on recycle déjà beaucoup, mais ce qui est recyclé, en fait, ne suffit pas à alimenter la demande. Donc, c'est un peu le phénomène qu'on peut observer. Et donc, il faut bien se dire que voilà, pour le reste, il faut trouver d'autres solutions pour pouvoir réduire les impacts aussi autres que le recyclage. Je vais aller assez vite là-dessus parce que je ne voudrais pas trop vous noyer non plus, hein, mais on a des grands objectifs en France notamment et au niveau européen, notamment celui de la neutralité carbone à atteindre d'ici 2050. Donc ça, c'est quelque chose, vous avez certainement entendu parler. Ce qui veut dire aussi qu'on s'est fixé, en fait, on s'est dit, voilà, on va se donner un budget carbone qu'il ne faudra pas dépasser. Et ce budget carbone, on va le diminuer d'année en année pour arriver au final à un stade en 2050 où, en fait, le peu d'émissions qu'on va continuer à émettre va être compensé par de l'absorption. Et donc ça, c'est quelque chose, on voit quand même qu'on a une sacrée pente là qui nous attend pour réussir à atteindre cette neutralité carbone qui doit du coup être en accord après avec une meilleure vie sur Terre ou en tout cas une atténuation du dérèglement climatique. Absorption, ça veut dire des puits de carbone. Donc, ça veut dire déjà préserver les forêts, les sols naturels et autres. Et puis, se servir notamment de la construction pour y mettre des matériaux biosourcés qui vont constituer un stockage de carbone. Et puis, voilà, l'idée, c'est que quand on a, par exemple, un arbre, voilà, il grandit, il stocke le carbone. On va le transformer en produit de construction. Il va garder son carbone. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir planter d'autres arbres. Et du coup, on est dans un cercle vertueux avec du carbone qui est stocké et qui n'est pas réémis dans l'atmosphère. Ça, je vais passer.
Voilà, là, c'est une autre façon de représenter cette fameuse stratégie nationale bas carbone et les budgets. Vous voyez que là, il y a un budget qui est directement lié au bâtiment. Ça, c'est pour le fonctionnement des bâtiments. Encore une fois, c'est toutes les émissions dues au fonctionnement des bâtiments. Et ça veut dire quand même pour ce secteur du bâtiment qu'il faut une baisse de 56% par rapport à 2015 d'ici à 2033 et à 97% d'ici 2050. Donc, je disais, la pente est quand même relativement raide. Et ça va nous demander beaucoup d'efforts. Une loi que j'aime bien, qui est assez récente, donc son petit nom, c'est AGEC, donc contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Il y a beaucoup de choses, parce que l'économie circulaire, c'est tout notre secteur économique qui doit passer d'un système linéaire, qui est en fait produire, consommer, jeter, c'est ce qu'on fait globalement. Et il faut passer donc vers une économie circulaire où voilà, on essaie de générer moins de déchets et d'épargner un peu mieux les ressources. Alors, il y a des choses qui concernent plus spécifiquement notre secteur. J'entends le secteur de la construction, du bâtiment, notamment cette histoire de diagnostic déchets qui a évolué. Donc, pour ceux qui connaissent, on avait déjà un diagnostic déchets obligatoire depuis 2011. Bon, il y a différentes conditions, mais grosso modo, c'était les bâtiments de plus de 1000 m². Et puis, je dirais à partir de 2015, peut-être, le diagnostic ressources est apparu, proposé spontanément par les acteurs du réemploi et théorisé par ces acteurs. Donc là, il s'agit plus de regarder en fait les informations pour un réemploi des matériaux, dès lors qu'il y a un bâtiment qui est voué à une démolition des constructions. Et donc, on fait une étude, une visite de site pour identifier les matériaux et essayer de leur donner une seconde vie pour les préserver. Donc, le fait qu'il y ait ce diagnostic assez spontané, en tout cas qui est venu de façon informelle, c'est une chose assez intéressante, c'est que c'est passé dans la loi. Donc, on a maintenant le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, qui est en fait obligatoire sur à peu près les mêmes critères que le diag déchets, qui vient remplacer maintenant le diag déchets. Et donc là, on insiste plus sur cette notion de réemploi, de regarder ce qui pourrait être valorisé par le maître d'ouvrage et son équipe, la maîtrise d'œuvre, l'AMO, pour pouvoir réemployer au maximum. Et on a aussi quelque chose qui a été clarifié, c'est le statut de déchet. Donc dès qu'on a un tri, en fait, on va considérer que le tri, c'est pour valoriser et donc notamment pour un réemploi, ce qui permet de ne pas du tout engendrer ce statut de déchet dont on a du mal après à se défaire si on n'a pas cette notion. Donc là, ça a clarifié. On ne s'embête plus avec le statut de déchet. Et quand on fait du réemploi, on est avec un produit, on n'est pas avec un déchet. On a une question, Ingrid, donc dans le chat. On a Olivier qui nous demande si justement ce réemploi des matériaux aurait un impact positif sur le coût des projets. C'est-à-dire, est-ce que ça coûte plus ou moins cher de faire du réemploi, c'est ça? J'imagine, du coup, il peut... sur le coût, en fait, c'est que alors, les matériaux de réemploi, en soi, ça coûte quasiment rien. Parfois, c'est gratuit ou alors c'est revendu très peu cher. Donc, on fait une économie sur les matériaux, c'est indéniable. Dans l'équilibre global d'une opération, en général, le réemploi demande quand même un peu plus d'études. Il faut un AMO réemploi, il faut faire une étude un peu plus poussée, au-delà du diag réglementaire souvent. Donc, c'est là où on peut peut-être dépenser un peu plus d'argent. Il y a pas mal d'opérations qui se disent à l'équilibre, du coup, entre l'économie qu'on fait sur les matériaux et les dépenses supplémentaires en études. Quelqu'un qui veut vraiment faire beaucoup de réemploi et qui a des objectifs ambitieux, moi, j'ai plutôt tendance à dire quand même que ça risque de coûter plus cher. Enfin, il vaut mieux en être conscient et pas décevoir ensuite là-dessus, sur le budget. Il vaut mieux prévoir un peu plus. Donc voilà, et puis ça nous amène sur l'impact des matériaux. Donc là, j'ai pas d'indication de coût, mais des indications plutôt en termes de carbone, d'impact. Donc je vous ai remis ce qui peut être déjà logique peut-être pour certains d'entre vous, mais en général, les matériaux donc les plus impactants, c'est des matériaux neufs. On a maintenant des matériaux
bas carbone, qui sont donc des variantes équivalentes, mais qui ont été travaillées en termes de formulation ou autres, qui sont du coup moins impactants. J'ai mis après le recyclé. Mes petites fourchettes là, en noir, c'est de l'incertitude. Recyclé, j'ai mis une grosse incertitude, parce que, par exemple, l'acier, ça se recycle bien, c'est très bien. Et pour aller refondre de l'acier, il faut quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est quand même un process qui est très énergivore. Donc, quand on dit recycler, il faut quand même aller regarder derrière quel est le process. Et puis aussi, il faut se méfier quand on dit recycler, c'est quelle est la quantité de matière réellement recyclée dans le produit fini. Voilà, il peut y avoir 5% de recyclé ou 95%, c'est pas non plus la même chose. Donc, voilà, ça vaut le coup de regarder plus en détail. J'ai mis après le biosourcé, c'est pareil, biosourcé, il n'y a pas de définition officielle, il faut voir aussi la part du biosourcé. Et par contre, celui qui bat tous les records, c'est sûr que c'est le réemployé, qui a très peu d'impact, voire aucun impact. J'ai mis l'incertitude aussi parce que c'est vrai que si on met beaucoup de moyens à déconstruire, reconditionner, etc., ça peut aussi avoir un peu d'énergie. Par contre, justement, la réglementation environnementale qui est maintenant imposée a simplifié le travail là-dessus. C'est qu'elle a dit réemploi, c'est 0 impact carbone. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose de très vertueux. Et maintenant, dans les calculs de réglementation environnementale, le réemploi, on ne se prend pas la tête, c'est 0. Donc comme ça, c'est clair. Et ça prouve bien que c'est quelque chose qui est encouragé. Quelques ordres de grandeur sur des matériaux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire quand on fait l'analyse de cycle de vie parce que normalement, on compare des fonctions. Là, je vous ai mis des kilos de matériaux. Donc, c'est 1 kilo d'acier ne va pas avoir la même fonction qu'1 kilo de bois. Mais voilà, c'est pour vous donner juste des ordres de grandeur. Alors, le bois, là, c'est uniquement sur la production. Le bois, comme il a stocké du carbone, il peut être négatif sur sa partie production. Donc, c'est assez intéressant en termes de carbone. Le béton, là, comme ça, on dirait que c'est pas grand-chose, mais il vous faut quand même plusieurs kilos de béton pour faire un bâtiment. Et puis là, je vous ai mis PRS, IPE, peut-être que ça parle pas à tout le monde. C'est 2 types de matériaux acier qui, pour le coup, répondent à la même fonction globalement. Et on voit qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux, parce que le PRS, c'est un profil reconcilié soudé. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour fabriquer ce type d'éléments métalliques qu'un IPE qui sort directement du laminoir. Donc typiquement, ça, c'est des choses en ingénierie, on peut se dire, ça vaut le coup quand même d'étudier peut-être une variante avec que des IPE, se donner un peu de mal pour mettre les IPE à la place des PRS, et on peut avoir quand même une sacrée économie de carbone à la fin. Et puis autre petite chose, là, c'est sur le béton. Béton, on commence aussi beaucoup à en parler. À gauche, c'est la répartition massique. Donc, qu'est-ce qui compose un béton? C'est principalement le sable et tout ce qui va être granulat. Par contre, si on met leur équivalent en termes de carbone, c'est le ciment qui, à 98%, constitue l'impact carbone du béton. Ça, c'est un ciment classique traditionnel. Donc, on se doute bien que là, si on veut agir sur l'impact carbone, c'est sur le ciment qu'il faut agir. Et tout à l'heure, je vous parlais de recyclage. Si vous recyclez tous vos granulats, vous allez agir sur les 1% ici en termes de carbone. Donc, c'est pas ça qui va agir sur le carbone. Par contre, les granulats recyclés, ça va permettre d'éviter d'aller chercher des granulats neufs de la ressource naturelle. Donc, sur l'indicateur ressources naturelles, c'est génial. Donc voilà, il faut aussi à un moment donné sortir peut-être que du carbone pour pouvoir se rendre compte aussi des bénéfices. Peut-être avant de passer à la suite, on peut peut-être vous reposer moi 2 questions qu'on va vous mettre. Voilà, histoire de revenir juste sur 2 petites choses et voir si du coup je suis pas allée trop vite. Elles sont disponibles du coup dans l'onglet sondage directement. Donc vous pouvez y répondre et on aura un peu les taux en direct. Voilà, je vous laisse juste quelques instants pour répondre. On attend encore un petit peu. Là, on a une dizaine de votes. Ouais. À la première question, quel matériau présente l'impact carbone le plus faible? Donc là, on a quand même 87% qui répondent le réemploi.
Voilà, ça, on Je pense venait que ça juste a été on bien venait clair. juste de le voir. Donc voilà, Ouais. ça, je peux juste le remontrer, mais voilà, ça, je l'ai bien dit et puis, ouais, effectivement, c'est très clarifié dans la RE 2020, donc pour ça, le réemploi, c'est génial. Mmh mh. Par contre, l'autre question, on a, des avis un peu partagés. Donc on a une vingtaine de votes et on a 43 des votes qui vont pour, donc les 50. Pour les déchets? OK et Ouais. la deuxième réponse, c'est laquelle? Enfin, S dernière? 70 OK. 35 personnes qui 35 de personnes qui votent 70. OK. Bah, c'est ceux-là qui ont raison puisque, je remonte, hop, rapidement. C'était ici. Donc voilà, c'est vraiment 70. Donc c'est vrai que c'est énorme, hein, faut quand même se préfigurer ça. Secteur de la construction, dont j'entends bâtiments et travaux publics, ça génère 70 des déchets, en France. Donc voilà. Donc c'est vraiment, ouais, ça prouve que du coup, on a peut-être tendance à sous-estimer un petit peu et voilà, donc bah, c'était pour les petites questions. Je voulais vous montrer, un projet notamment, qui moi, m'a assez impressionnée. Alors là, comme ça, c'est peut-être pas si impressionnant que ça, mais je vais vous expliquer. Donc c'est un projet, de passerelle, de l'EPFL, donc une école, et un laboratoire, de haut niveau en Suisse, à Lausanne. Enfin, le laboratoire est à Fribourg exactement. Et donc ils ont récupéré, bah, des bouts de murs, d'un bâtiment qui devait être voué à la déconstruction. Alors là, ce qui est assez triste, c'est que c'était un immeuble construit il y a moins de 10 ans. Donc là, quand même, on peut constater qu'on a un petit problème d'obsolescence. Et du coup, ils ont récupéré, ces blocs, des blocs de béton, donc de 20 centimètres d'épaisseur. Et là, il y a eu quand même un petit travail d'ingénierie derrière. Ça a été de réutiliser ces blocs en introduisant de la précontrainte, donc avec des câbles, hein, qu'on voit à l'image, en bas et puis, à l'intérieur, qui viennent donc, bah, précontraindre les blocs pour les tenir avec, cet effet d'arche. On rattrape la géométrie avec des joints et donc, là, j'ai pas tout. Je pense que, ouais, je l'ai pas mis. Je pourrais peut-être vous envoyer il y a une vidéo, enfin, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur YouTube, où ils sont allés jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de l'exercice en labo, il y a vraiment du coup une commande d'une ville et ils ont été, mettre en place cette passerelle au-dessus d'un cours d'eau quand même, dans une ville en Suisse, en ajoutant les garde-corps et cetera, tout ce qui va bien et donc ça, c'est quand même un projet, bon, on appelle du réemploi, c'est pas un du réemploi, au sens strict par rapport à la définition du code de l'environnement, mais on va dire que c'est de la réutilisation de matière quand même. Et ça prouve qu'on peut faire un petit ouvrage d'art, un petit aménagement quasiment zéro carbone. Si je prends la règle RE 2020, c'est zéro carbone, et on est quand même proche de ça, quoi. Même s'il y a beaucoup d'opérations pour, refaire ce pont, bah, on est quand même très, 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 très favorable par rapport à un pont neuf équivalent. Donc ça, voilà, c'est un petit exemple, ça a été fait, bah, au moins c'est un démonstrateur qui prouve qu'on peut changer les choses. C'est pour ça que je voulais un petit peu, vous le présenter. Voilà, alors je continue un petit peu sur les méthodos. Je vais essayer de pas faire trop long quand même, je vois qu'on arrive déjà à une demi-heure. Je voulais juste vous montrer, des petites choses, c'est qu'on parle beaucoup de bilan carbone. Vous voulez juste rappeler que le bilan carbone, en tant que tel, c'est une marque déposée, c'est pour ça que j'ai remis le petit sigle R et c'est quelque chose qui est, géré, par l'association Bilan Carbone, donc initialement développé par l'ADEME, Carbone 4 aussi. Mais quand on dit bilan carbone, on entend beaucoup bilan carbone, dans les médias ou autres. Après, il faut faire un petit peu peut-être attention dans nos métiers, c'est que si on réclame un bilan carbone, en théorie, on attend derrière un bilan carbone avec le sigle R et qui répond au référentiel. Donc pour ça, il faut quand même être formé par l'association, utiliser la licence, l'outil et la base de données correcte. Donc ça, il faut voilà, juste le retenir et c'est pas forcément le bilan carbone qui est le plus adapté, quand on veut faire de l'éco-conception, sur des projets de construction. Parce que la base n'est pas forcément, précise à ce niveau-là. Et ces monocritères, je le disais, ça ne prend en compte que, en fait, l'effet de changement climatique avec un équivalent en CO2 pour les gaz à effet de serre. Et c'est là où moi, je voulais juste insister là-dessus pour le distinguer de l'ACV, puisque ici, on a un seul critère, alors que l'ACV, l'analyse du cycle de vie, elle va prendre beaucoup plus de critères en compte pour pouvoir comparer différents types de pollution. Donc voilà, ça c'est
juste des petits rappels que j'aime bien faire. Donc, le bilan carbone, c'est une marque déposée et ce n'est pas une ACV. On a un autre calcul qui est réglementaire aussi, c'est le BGES, pour bilan des émissions de gaz à effet de serre. On n'est toujours pas dans le cadre d'une ACV. C'est quelque chose peut-être qui vous parle, notamment je pense à l'équipe RSE, parce que c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Donc ça, c'est des choses qui doivent être réalisées avec les histoires de scope 1, 2, 3, j'ai illustré ici. Et c'est vraiment sur l'entreprise en elle-même. Donc, on va aussi aller chercher les consommations des bureaux, des choses comme ça. Quand on est une entreprise d'ingénierie, maîtrise d'œuvre ou une agence d'architecture, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder en impact indirect ce qu'on a conçu, les produits qui ont été générés par l'entreprise. Et c'est là où ça se complique. Pour aller avoir les impacts des projets, ce n'est pas si évident que ça. C'est une obligation, du coup, les gens qui sont soumis doivent déposer ça sur la base ADEME et c'est accessible à tous. Et c'est toujours monocritère, puisqu'on s'intéresse qu'au carbone. Alors l'ACV, voilà, j'en parle un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu parler de l'ACV, analyse du cycle de vie. Là, c'est une vraie démarche scientifique qui peut demander beaucoup de temps aussi en termes d'études. Ce n'est pas quelque chose qui normalement se fait c'est pas un calcul de coin de table, sinon on n'est pas dans le cadre d'une ACV. Et là, c'est multi-étapes, multi-critères. Je vais y revenir. Et c'est vraiment une démarche qui va guider un outil qui va guider la démarche d'éco-conception. Donc l'ACV, ça va être le point de départ, l'éco-conception. L'éco-conception, pour moi, c'est plutôt la démarche qui va permettre de réduire ses impacts. Donc les deux sont nécessaires et les allers-retours entre les deux vont être nécessaires. Peut être très long parce qu'en fait, ça s'appuie sur un inventaire des flux de matière et d'énergie entrant et sortant à chaque étape du cycle de vie. Donc là, dit comme ça, ça ne donne pas forcément envie. Il y a des méthodes et des bases de données environnementales, très importantes aussi, qui vont aider les gens qui font les ACV à établir tout ça et avoir des résultats. Donc voilà, juste pour se préfigurer, s'il y a quelque chose à retenir, c'est juste peut-être la complexité. C'est pas pour repousser, c'est juste pour se dire que quand on demande une vraie ACV, qu'on veut se donner les moyens de faire une ACV, ça demande un peu de temps. Donc une ACV, qu'est-ce qu'on va faire ? On va modéliser des fonctions, on va essayer de lister tout ce qui se passe autour de l'objet en question. Donc si c'est un bâtiment, ça peut aller très loin, c'est les matériaux qui le composent, mais ça peut être aussi le temps de chantier, ça peut être les ouvriers combien il y a d'ouvriers qui sont venus sur le chantier, comment ils sont venus, est-ce qu'ils sont venus en transport en commun, en véhicule individuel, c'est infini. C'est pour ça que quand on commence à modéliser, là volontairement le visuel est parlant, c'est que ça peut être vite infini quand on fait une ACV qui n'est pas bien cadrée, délimitée. Heureusement, on a quand même des normes aussi qui viennent cadrer l'ACV. Des normes générales, 14040, ça aussi, c'est une norme qualité. Et là, voilà, on va commencer à simplifier les choses. La façon dont on va calculer ces cadrés. Et heureusement, encore mieux pour nous dans la construction, on a une norme, notamment la 15804, qui là définit exactement comment il faut calculer, comment il faut faire une ACV d'un produit de construction. Et c'est ça qui va donner, qui va être transmis sous forme de FDES, fiche déclarative environnementale et sanitaire. Peut-être que certains d'entre vous le regardent. Ça va être très important pour ceux qui vont agir sur les bâtiments de construction. Ça va permettre d'avoir une idée de l'impact de tous les matériaux qu'on va mettre en œuvre dans un projet, dans un bâtiment. Et ça va aussi nous permettre de faire un peu des comparaisons, choisir un matériau plutôt qu'un autre, puisque l'avantage d'avoir une norme, c'est que tout le monde a le même format de FDES, le même type de résultat, à peu près la même présentation. Donc ça, c'est important. Et quand on veut un peu creuser ce sujet-là, il faut aller après mettre le nez dans les fameuses FDES. Voilà, quand j'ai dit multi-étapes, la norme nous indique ce que c'est que les étapes. Donc, il y a A, B, C. A, globalement, la production, la construction. B, c'est la phase d'utilisation. Et C, la fin de vie. Donc, comme son nom l'indique, analyse du cycle de vie. On essaie vraiment de regarder toute la vie du matériau, du bâtiment, pour essayer de rien oublier en termes d'impact. Donc après, voilà, juste comme ça, on voit par exemple que le transport, il y est plusieurs fois du coup, puisqu'on transporte les matériaux, les matières premières vers une usine. Après, on a des matériaux, on va les transporter sur un chantier.
Et puis, quand on arrive en fin de vie, si on déconstruit, on peut aussi à nouveau transporter les matériaux, par exemple, vers une usine de recyclage. Donc voilà, tout est détaillé dans la norme, ce qui permet d'avoir des repères et de ne pas se perdre dans une ACV purement scientifique qui peut demander un peu plus de temps. Ça, c'était juste pour vous faire peur, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà ouvert des FDES. Juste, vous pouvez peut-être juste repérer la première ligne. On retrouve bien ici des équivalents CO2. Donc, grosso modo, quand on veut regarder l'impact carbone, c'est ici qu'il faut aller regarder. Vous avez le détail, vous pouvez regarder directement le total ici, qui fait en fait la somme de A plus B plus C. Et c'est ça qu'on peut venir comparer si on s'intéresse uniquement à l'impact carbone. Il y en a plein d'autres. Voilà, je n'ai pas le temps de vous décrire tout ça. Mais c'est justement ça l'intérêt d'une ACV, c'est que vous avez plein d'autres critères en termes de quantification de dommages sur l'environnement. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, il faut un peu regarder les autres indicateurs. Parce que parfois, on va regarder que le carbone et on va peut-être être mauvais sur tous les autres. Donc ça, c'est pas évident. C'est une vraie science, c'est un vrai temps d'étude. Mais c'est bien d'aller regarder aussi les autres indicateurs pour ne pas faire l'erreur de se focaliser sur un indicateur au risque d'être mauvais sur d'autres. Et après, le jeu, c'est d'avoir un compromis. Et c'est là où c'est pas facile. Et heureusement, on a besoin d'ingénieurs aussi derrière pour aider à faire ce type de choix. On a une question d'ailleurs, Ingrid d'Olivier, qui nous demande si le BIM, justement, pourrait aider à cette tâche. Oui, complètement. Je parlais de RE 2020, il y a des calculs à faire. En fait, il y a des logiciels qui, du coup, font le lien entre ces bases de données, toutes les FDES, qui sont stockées sur le site INIES en France. Donc, c'est accessible à tous aussi. Donc, souvent, le logiciel RE 2020 est connecté à la base INIES. Comme ça, il a accès à toutes les données environnementales. Et certains logiciels, la plupart, sont aussi connectés, offrent un plugin pour qu'on puisse faire le lien avec les maquettes BIM. Bon, ça demande quand même aussi du travail de bien préciser la maquette BIM. Mais grosso modo, voilà, vous avez un plugin. Donc, en théorie, vous avez tout modélisé. Vous reliez ça à votre logiciel qui est lui-même relié à la base de données. Et ça vous permet de faire un calcul relativement rapide et d'éviter la ressaisie des quantitatifs et des types de matériaux. Voilà. Ce qui est le cas quand on n'a pas de maquette BIM, c'est qu'il faut entrer tous les quantitatifs de matériaux, la nature, etc. Donc, normalement, le BIM, oui, il doit pouvoir faciliter. J'ai mis des petites réserves parce que, voilà, d'un côté pratique, c'est pas forcément toujours évident et ça marche pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même ce travail qui est fait des logiciels. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou. Pour le moment, pas de questions. Pour le moment. Parce que là, effectivement, je suis un petit peu longue. Bon, je continue quand même, mais vous me faites signe. Dans les FDES, c'est intéressant aussi après d'aller fouiller pour savoir ce qui est pris en compte. Ça, c'est important aussi, c'est de connaître ce qu'il y a derrière le calcul. Qu'est-ce qu'on a calculé, quelles sont les hypothèses. Je vous montre juste là sur du béton, c'est un extrait, donc pas besoin d'entrer trop en détail, mais grosso modo, vous avez la fabrication du béton, c'est tout ce qui est jusqu'à la sortie de la centrale à béton, donc tout ce qui est en amont, qui est pris en compte. Vous avez ensuite le transport du béton de la centrale au chantier. Ça, j'insiste un petit peu, c'est justement là où ça commence à demander un peu de temps. C'est que là, par exemple, vous avez une distance jusqu'au chantier qui est 18,5 km. Si vous avez un projet et que vous êtes justement à 18 km de la centrale, super. Si jamais vous n'êtes pas à 18 km de la centrale, là, ça commence à être un petit peu problématique. C'est-à-dire que cette fiche-là, elle est faite comme ça, donc vous l'utilisez comme ça. Il existe des moyens aussi de préciser les FDES avec des configurateurs, où là, vous pourrez justement ajuster la distance à votre chantier. Sinon, il faut en être conscient, que du coup, ce n'est peut-être pas exactement le cas qui vous concerne vous, mais ça serait impossible d'émettre des FDES pour 1 km, 2 km, 3 km. Donc, voilà, donc, ils prennent une moyenne. Ça, c'est quand même basé sur des moyennes, sur le fait qu'au niveau du territoire, on est assez bien fourni en centrale à béton. Donc, ils estiment qu'en moyenne, les chantiers se situent à 18,5. Il faut toujours avoir en tête que c'est quand même à chaque fois des moyennes, des sommes de moyennes, et à la fin de l'incertitude. Je vais y revenir peut-être après. Donc voilà, 18,5. Vous avez les impacts du chantier pour la mise en œuvre du béton. Ça aussi, c'est basé sur des stats, des moyennes.
Et je crois que j'en ai un, voilà, juste avant. Je vous mets par exemple ici, là, sur le béton, on voit bien, il y a écrit renforcement armature en acier, mais c'est 0. Donc attention, quand vous faites du béton armé, pas oublier d'aller chercher ensuite l'impact de l'acier des armatures séparément parce qu'elle n'est pas sur la fiche béton. Voilà, donc typiquement, ça, c'est des hypothèses qui vont souvent être les mêmes pour les bétons, mais qui pourraient aussi changer. Donc en fait, voilà, c'est pas parce qu'on sort une FDES qu'on a forcément les mêmes hypothèses que dans une autre. Et ça demande aussi, du coup, à ce que peut-être quelqu'un vérifie tout ça. Juste des ordres de grandeur que je vous remets là, ça, c'est les différentes phases qu'on retrouve dans la CV. Voilà, il faut savoir que le gros, l'impact, il est sur la production, toujours. C'est assez vrai pour tous les matériaux. Environ 70% de l'impact du matériau, c'est lors de sa production, c'est la fabrication en usine. La construction en elle-même, la phase uniquement de mise en œuvre chantier, c'est pas grand-chose. Et puis l'utilisation, pas grand-chose non plus. La fin de vie non plus. Et puis bon, ça, je ne vais pas entrer dans le détail pour ce module D. Mais voilà, donc ça, on peut retenir que c'est vraiment le gros, c'est sur la production. Donc je vous parlais à l'instant de transport entre la centrale à béton et le chantier. En fait, la différence entre 18 km ou 50 km, ça ne va pas être grand-chose sur votre impact carbone. Ce n'est pas ça qui va jouer. Donc, ce n'est pas non plus là où il faut passer trop de temps à préciser une distance de transport parce que ce n'est pas ça qui impacte le plus. C'est vraiment, par contre, la fabrication de votre matériau en lui-même. Donc, vraiment, le choix du process. Voilà, je voulais du coup vous montrer concrètement ce qu'on peut faire. Nous, on a déjà fait l'exercice de notre côté chez CETEC, où je travaille, mais je vous parlais tout à l'heure aussi des PRS. Bon, voilà, on doit faire un pont, un ouvrage d'art. Il y a plusieurs systèmes constructifs. On a des caissons, des bipoutres et un nombre de travées qui peut augmenter. Bon, là, on voit quand même que, mine de rien, c'est quand on ajoute des travées, donc quand on a 4 travées, qu'on est le mieux en termes d'impact, puisqu'on est plus bas que les autres. Je vous disais, attention, les résultats comme ça environnementaux, c'est une somme d'hypothèses et une somme d'incertitudes. Ce qui fait que pour tirer des conclusions, il faut vraiment qu'il y ait 20% d'écart entre les solutions. Donc, entre la première et la deuxième, il n'y a pas tellement d'écart. Là, je ne serais pas très sereine à dire il y en a une qui est mieux qu'une autre. Par contre, entre celle-ci et la première, là, on peut commencer à dire que quand même, mon bipoutre 4 travées, c'est peut-être la meilleure solution constructive par rapport à un caisson mixte 3 travées. Bon, voilà. Là, j'entre un petit peu dans le concret d'une variante, mais voilà typiquement l'exercice qu'on peut faire. Et ça, je voulais juste vous montrer ça en termes de représentation. Je vous disais, la CV, ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'indicateurs. Alors, c'est génial, j'en ai plein. Après, du coup, j'ai mesuré pour chaque variante, mes 3 variantes, quels étaient les impacts quelles étaient les quantités pour tous les impacts. Et quand on fait ça, en fait, on se met en relatif. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la pire des variantes, celle qui a les scores les plus élevés, donc elle va se retrouver à 1 à l'extérieur, en fait, donc la bleue. Et puis après, on met du relatif, donc c'est pour ça qu'on se retrouve de 0 à 1. On va mettre en relatif les autres variantes pour pouvoir comparer. Donc, quand on a un résultat comme ça d'ACV, la meilleure solution, c'est celle qui est la plus proche du centre. La pire, c'est celle qui est la plus excentrée. Et là, je voulais juste vous soulever le problème d'avoir différents indicateurs d'impact. Si je regarde mon carbone, c'est à peu près clair. La bleue, c'est la pire. La meilleure, c'est celle en gris, donc mon fameux bipoutre 4 travées. Par contre, si je regarde d'autres indicateurs d'impact, j'ai des choses qui s'inversent un peu. Donc, par exemple, position de l'eau. Là, ma meilleure solution, ça va être mon bipoutre 3 travées. Donc ça se complique. Quand on a des choses comme ça, il faut déjà comprendre pourquoi il y a cette inversion ici de tendance. Peut-être que les hypothèses ne sont pas bonnes, peut-être qu'on a des données qui n'étaient pas forcément complètes, c'est possible. Mais c'est aussi possible d'avoir vraiment des résultats comme ça. Et là, à ce moment-là, moi, je n'ai pas de solution magique, en fait. C'est pas moi qui peux dire que pour l'environnement, la pollution de l'eau, c'est pas grave. Moi, je regarde que le carbone ou inversement. Et c'est là où ça se complique parce que pour la prise de décision, il faut quand même plutôt tomber dans le compromis. Donc, on peut se dire que là,
Globalement, j'ai quand même toujours la même variante au centre et toujours la même à l'extérieur. Donc, je peux quand même me dire, mon cas de travée, c'est peut-être mieux. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et sur l'environnement, ce n'est pas si simple de privilégier des indicateurs. Après, actuellement, on sait que le carbone, dans la maîtrise d'ouvrage, c'est quand même le critère qui ressort. Donc, souvent, on se limite au carbone. Mais voilà, aujourd'hui et ce soir, je voulais insister sur l'ACV, les autres indicateurs d'impact, pour se rendre compte que la question est malheureusement pas si simple, mais tant mieux, ça demande de l'ingénierie, pour justement essayer de trouver la bonne solution. Justement, Ingrid, vous avez de nombreux indicateurs, on peut le voir. On a Guillaume qui nous demande si vous avez des matrices qui vous aident justement à trancher en priorisant tel ou tel indicateur. Alors, en tout cas, moi, en tant que position de maîtrise d'œuvre, non. Enfin, en tout cas, moi, je ne prendrais pas le risque à dire je tranche de telle façon. Après, on peut émettre des hypothèses, hein, on peut argumenter un peu plus avec des études. On a aussi des spécialistes environnementaux, donc on peut argumenter un peu. On peut guider la maîtrise d'ouvrage qui va rester quand même décisionnaire. Donc voilà, on peut donner des facteurs de prise de décision, mais on n'a pas, en tout cas, moi, je ne me permettrai pas d'avoir une matrice qui oriente directement. Pour moi, c'est un dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui doit après à un moment donné prendre une décision pour dire, moi, la priorité, c'est cet indicateur d'impact. Je ne sais pas si c'est un projet, par exemple, qui est proche de l'eau, de cours d'eau ou autre. Peut-être que là, la priorité, ça va être la pollution de l'eau. Hors de question d'avoir de la pollution de l'eau, j'en sais rien. Donc là, peut-être que ça va orienter prioritairement là-dessus. Voilà. Mais non, effectivement, tout le monde attend ces matrices ou autres pour aider à une prise de décision, mais c'est vraiment pas si simple que ça et il faut vraiment que ce soit argumenté, quoi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'avais juste une dernière variante. Je vous parlais justement entre les PRS et les IPE, qui sont 2 types de matériaux acier. On a aussi fait l'exercice là-dessus et effectivement, quand on met plus d'IPE que de PRS dans notre pont, on y gagne aussi de façon quand même significative, de l'ordre de 37%. Donc c'est intéressant pour nous d'étudier cette variante. Après, encore une fois, c'est pas si simple et si on met des PRS, c'est aussi qu'il y a une raison, parce que quand même, au cours de l'histoire, on ne s'est jamais vraiment amusé à mettre trop de matière juste par plaisir, hein. Bon, donc s'il y a des choses comme ça, c'est aussi qu'il y a des raisons, donc c'est pas si simple. Moi, là, ce soir, je suis tranquille, je vous parle que d'environnement, je vous parle pas trop d'économie ou autre, mais évidemment, il y a tous les autres facteurs qui entrent en jeu, et donc c'est pas si simple et la question précédente le révèle, hein. Après, c'est aussi toujours une étude complète qui doit être rendue pour pouvoir après prendre des décisions et les assumer, hein. Ça, c'est jamais si simple. Et heureusement, on ne remplace pas le travail de l'ingénieur par une calculette pour le moment. Donc, ma foi, tant mieux pour nous. Voilà, moi, j'en ai fini. Je peux répondre. On peut envoyer les 2 dernières questions, peut-être pour ceux qui auraient été attentifs sur la CV, voir un petit peu ce qui ressort. Sinon, je peux y revenir un petit peu. Donc à nouveau, dans le petit onglet sondage, vous retrouverez les questions d'Ingrid. Et pendant que vous répondez, moi, je vous ai juste mis là, sur la dernière DAPO, c'est encore une fois un document en accès libre. C'est une mission qu'on avait réalisée pour l'ADEME et on avait fait un guide pour expliquer ce qu'est l'économie circulaire appliquée aux bâtiments. Également, une grosse partie sur la réversibilité des bâtiments. Donc, il y a pas mal d'exemples. On a été voir différents architectes, différentes équipes de maîtrise d'œuvre qui ont réalisé des bâtiments qu'on a jugés pertinents. Et donc, c'est très bien illustré par mon collègue. Et voilà, c'est accès libre, donc je me dis ça peut peut-être vous intéresser et vous pouvez aussi aller télécharger ce document pour trouver des choses qui peuvent vous inspirer. Parfait. Du coup, on a eu un peu des tendances sur les petits sondages. Donc, l'ACV est aussi un bilan carbone, 67% qui annoncent que c'est faux. Ah, je suis contente. Là, tu avais bien insisté là-dessus. Et l'ACV n'est pas encore normalisé. Donc là, on est un peu mitigé avec 58% qui pensent que c'est vrai. Alors, l'ACV n'est pas encore normalisé, donc je l'avais formulé avec la négation, donc en fait, il fallait répondre faux, puisque l'ACV est normalisé grâce aux différentes normes, et notamment la 15804 qui cadre la façon de faire une ACV d'un produit.
Donc, on peut très bien faire une ACV scientifique en dehors des normes, hein, avec un spécialiste ACV qui va faire une ACV scientifique complète, mais on a aussi tout un contexte normatif autour de l'ACV qui permet notamment de simplifier les choses pour nous faire des calculs dans le bâtiment ou dans les produits de construction, ce qui nous permet d'avoir ces fameuses FDES et d'avoir après accès à ces données pour faire ensuite des calculs RE 2020 par exemple. Donc ça, c'est important. Donc oui, il y a des normes qui encadrent la façon de faire des ACV, à différentes échelles et sur différents types de sujets. Voilà. Et après, sur le bilan carbone, effectivement, c'est bien. Donc l'ACV, ce n'est pas un bilan carbone, c'est différent. L'ACV comprend bien un indicateur exprimé en équivalent carbone, mais ça n'est pas un bilan carbone. Et le bilan carbone, c'est bien quelque chose de spécifique qui répond à un référentiel spécifique. Du coup, je suis contente, c'est-à-dire que Ça a été très clair, Ingrid. voilà. Ouais. Et là, pour l'instant, du coup, on n'a plus de questions, donc je pense qu'on va arrêter ce meet-up. Je te remercie, Ingrid, pour toutes les notions abordées. Ça a été très, très enrichissant. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Donc, je remets le guide et le lien Ouais. de ta thèse en commentaire. Donc, si jamais quelqu'un souhaite aller plus loin, vous pouvez cliquer donc, sur les liens. Et puis, je pense que c'est le moment pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée.